Donc nous sommes au jardin des thérapies, à la halle de la Villette, et je suis accueilli dans son stand par Muriel Lantignac. C'est ça, D'accord. Donc vous êtes branché voix, enfin c'est un peu le nom de votre structure. tout à fait. Accord voix. Être accordé, entendre sa voix, la reconnaître et C'est... se reconnaître. Oui. Alors ça c'est un peu étrange, comment fait-on? Alors on s'écoute soi-même ou vous faites écouter la voix? Donc vous m'avez dit qu'on n'écoute pas sa voix. Enfin on n'enregistre pas la voix. On n'enregistre pas la voix. Donc j'organise des stages, voix et développement personnel, qui permettent de se connaître par le biais de sa voix. Donc on fait de la technique vocale avec des sons dans le corps, tout le corps. On travaille sur les graves, sur les aigus, toujours relié au corps. C'est pour ça que la structure s'appelle accord voix. Parce que le chant, ça n'est pas cérébral, c'est physique. Oui. Ça passe dans le corps, par le corps. On est un corps de vibration, un corps instrument de musique. Oui. Et donc, des pieds jusqu'au bassin, ça correspond à notre masculinité, au grave de notre voix. Toute la ceinture scapulaire jusqu'à la fontanelle, aux aigus de notre voix, aux fréquences aiguës. Et tout le milieu du corps à notre médium. Et en fait, le travail, c'est finalement, entre guillemets, le travail, c'est d'équilibrer nos fréquences graves et nos fréquences aiguës pour obtenir une voix reliée. Oui. Autant de graves que d'aigus, comme quand on fait un bon plat. Si on met trop d'épices, il faut que ce soit équilibré pour obtenir la voix du milieu. Donc c'est vous qui réagissez par rapport à la voix de la personne. Tout à fait. Vous faites des observations, j'écoute la voix vous coachez de la voix de la personne. Je la coach et je lui dis là, il y a trop de fréquences aiguës, vous avez un petit peu de grave. Oui. Et les fréquences aiguës dans la voix correspondent à beaucoup d'émotionnel, des Oui. peurs. Donc on travaille ensuite en coaching individuel avec ces personnes-là, justement, par rapport à leurs propres problématiques. Tout de suite, quand vous entendez une personne parler, vous avez déjà un premier diagnostic un oui, peu? j'entends tout de suite. Hein? J'entends tout de suite s'il y a un organe aussi qui est défaillant, s'il y a des émotions Oui. qui n'ont pas été dites. Je reçois aussi des informations par rapport à sa posture, la manière dont elle se tient, si la mâchoire est bloquée. Ces informations, vous les recevez d'où? Je la regarde, Ah oui. vraiment précisément la Capté, personne. oui. Oui, je capte ses yeux et je vois ce qu'il faut travailler. Quelquefois, il y a des mémoires anciennes que je peux entendre aussi dans la voix. Donc en corrigeant la voix, en la purifiant en quelque sorte, ça permet également de purifier tout le vécu antérieur. De sentir un mieux-être déjà au niveau corporel et de nettoyer effectivement certaines choses et de se reconnecter avec sa propre voix, de l'aimer aussi, parce que souvent les gens me disent j'aime pas ma voix. Donc on fait ce travail justement de se reconnaître par la voix, dire bah, c'est ma voix, elle est comme ça. Alors on peut l'aider à aller encore mieux, comme quand on va se faire masser. Par exemple, quand les gens ont une autre langue maternelle, c'est parfois difficile, je pense, de trouver sa voix dans une langue qui n'est pas la sienne. C'est extraordinaire que vous parliez de ça parce que j'ai commencé ma vie en étant professeur de français langue étrangère. C'est-à-dire que j'enseignais le français aux étrangers. Oui. Et, pas facile, hein? C'est pas facile. Et par exemple, moi, j'ai pas du tout la même voix quand je parle espagnol, oui. quand je parle italien, quand je parle allemand. Parce que ce ne sont pas les mêmes phonèmes. Mais en même temps, c'est une voix un peu inventée, un peu, quand on parle dans une langue étrangère. Moi, par exemple, je parle anglais, j'ai l'impression parfois que, au fond, je ne sais pas exactement ce que je fais, en fin de compte. Je ne sais pas si c'est ma voix à moi ou si c'est une voix que j'ai imitée. C'est ça, exactement. On imite un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on parle très bien une langue, les gens qui sont bilingues, par exemple, oui. ils n'ont pas du tout la même voix. Moi, j'ai une amie qui est bilingue espagnol-français. Elle a pas du tout la même C'est ce qu'il faut, parce que si on garde la même voix, c'est qu'on n'a pas le bon accent. Mais c'est toute une gymnastique d'avoir une autre voix et de se retrouver dans cette autre voix. Exactement. On est une autre personne. Moi, je parle très bien espagnol et italien, et quand je parle ces oui, vous langues-là, n'êtes pas la même. une autre personne, voilà. Parce que je place en espagnol les sons au niveau de la mâchoire, en italien au niveau des pommettes, et en français au niveau du plexus. Donc, de même que par exemple, quand on chante, on n'a pas forcément la même voix que quand on parle. Voilà. Moi, par exemple, j'ai une voix très différente quand je chante et quand je parle. Tout à fait. Quand on chante, normalement, on gagne des fréquences aiguës. On a plus d'aigus. Le spectre vocal. Moi, c'est le contraire. Moi, quand je chante, j'ai une voix beaucoup plus grave que quand je parle.
extraordinaire. Mais alors, vous gagnez aussi des fréquences Oui, graves. je gagne des fréquences graves, moi, Voilà, plutôt. d'accord. Ah, mais ça, c'est grave. Moi, je gagne des fréquences aiguës. Oui, Donc, le spectre vocal, en tout cas, s'élargit. oui, C'est ça la c'est différence ça. entre la voix chantée et la voix parlée. Oui, Et on a plus de sensations, plus d'émotions avec le chant. C'est d'ailleurs pour Ah ça oui. que j'ai commencé par être comédienne et ensuite il me manquait quelque chose, je ne ressentais pas cette chose. Et je me suis dit, je vais faire du chant. Et effectivement, quand on fait du chant, le chant physique, on ressent beaucoup plus les émotions. Et Oui, on peut aller plus loin, on peut donner plus aussi dans la relation à l'autre. Mais la voix, c'est aussi un phénomène social. On parle d'une certaine façon parce que dans son milieu, on parle d'une certaine manière. Oui, alors ça serait le langage, la langue, les mots Oui. que l'on utilise, le discours. Non, mais aussi l'intonation aussi. Tout à fait, c'est vrai. L'intonation peut être un acquis social. On a une certaine intonation dans un certain milieu. D'ailleurs, on sait très bien que la voix dénote le milieu social, intellectuel dans lequel on vit, on circule. Donc, c'est à la fois soi-même, mais c'est aussi un milieu d'appartenance. Tout à fait. Alors moi, je travaille plutôt sur des blessures. Oui. Euh, Vous voulez dire par exemple quelqu'un qui est blessé, il ne va plus parler comme avant. Tout à fait. On entend dans sa voix tout ce qu'il a pu vivre. Ah cette oui. blessure. Voilà. Quelqu'un, par exemple, je travaille actuellement avec quelqu'un qui a des problèmes, qui a eu un grave accident de voiture. Sa voix a complètement changé. Ah oui. Ça, c'est vraiment comme si la voix était ce qu'on appelle des voix blanches. Il n'y a plus de son. Et c'est pas un accident de la voix, c'était vraiment un accident. C'est l'accident de voiture Oui. qui a créé un gros traumatisme émotionnel. Ah oui. Et la voix a complètement changé. Oui. Et on est en train justement de travailler là-dessus. Mais vous voyez, là, je travaille même plus sur la voix. C'est la base. Ça peut être le déclencheur de venir travailler sur la voix avec moi. Oui. Et après, c'est quel va être le chemin, parce que je travaille sur la Mais lui-même, voix il avait VOX. pris conscience qu'il avait changé de voix, de VOX. Non. Oui. Parce que ça peut être justement, c'est peut-être là qu'on peut sentir, tiens, pourquoi je ne parle pas comme avant. Elle était gênée. C'est le fait que je lui ai dit ça. C'est lié à votre accident. Ah oui. Il était venu comme ça. Il était venu, elle était venue, c'est une femme, parce qu'elle m'avait vu faire une intervention. Ah oui. Et comme je lui ai tout de suite parlé de sa voix, mais c'est ça qu'il me faut. Et donc on fait un coaching vocal ensemble. Parce qu'elle a besoin d'être sur une autre voie. Elle est sur un chemin professionnel qui ne lui convient pas. Et du coup, moi je travaille sur la voie VOX, mais sur la voie VOIE. Bien que sûr. Je suis coach. Oui, absolument. Mais il y a aussi effectivement les mots. Moi j'ai travaillé, par exemple, je pense que par exemple que... Les mots MOTS et les mots MAUX. Oui, on peut jouer aussi là-dessus, oui. Mais on peut aussi parler dans une langue qui n'existe pas, par exemple. Oui, alors c'est exactement ce que je fais quand je fais du chant spontané. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus libre que lorsqu'on doit utiliser une langue X ou Y. Tout à fait. Et en chant spontané, on revit ce que vivait le bébé. Le bébé, Eh ben oui. quand il est, il chante. Oui. Il n'y a pas de langage. Il prononce des articulé. mots, mais des mots qui ne sont pas chargés de sens, Exactement. qui ne sont pas codifiés. Il n'est que dans la forme. Voilà. Récemment, justement, j'ai réfléchi là-dessus. Je me suis dit, le langage est peut-être né comme ça. On a pris des mots qui au début n'avaient pas de sens et on leur a donné du sens. Mais au début, c'est simplement... et je pense que c'est bien moi, par exemple, j'ai une très grande facilité à parler une langue qui n'existe pas. Ouais. Je peux parler pendant des heures dans une langue qui n'existe pas. Sérieusement. Oui. Et avec des gens qui vous comprennent. Non, mais je sais que moi, je suis également, je joue un instrument, Oui. mais je peux m'accompagner, par exemple, en prononçant c'est ce que font d'ailleurs les chanteurs de jazz, Oui, tout le à scat. fait. Tout à fait. Oui. Mais ça, je peux le faire avec. Et c'est beaucoup plus intéressant que de devoir se référer à une langue particulière. Bien sûr. Parce qu'on chante, quand on chante comme ça, on chante encore plus avec son corps, d'où accord-voix. C'est pour ça que dans mes stages, c'est... Ah oui, donc à accord-voix, il y a le mot corps. C'est le mot corps. Ah oui, il faut y penser aussi à ça. Et être accordé. Hmm. Ça veut dire ça, accord-voix. C'est je chante avec mon corps et je suis accordé, je suis en accord avec moi. Oui. Et si je suis en accord avec moi, je peux éventuellement être en accord avec l'autre. Oui, et donc la plupart des gens pourraient. Il y a aussi la forme du sifflement qui me paraît intéressante aussi. J'ai beaucoup développé le sifflement. Ça, les gens peuvent accéder à ce genre de choses qui n'exigent aucun instrument. Exactement. Et ils peuvent apprendre à exprimer du son sans que ça passe par le langage, ni par un instrument, ni par une partition. Exactement. Moi, je travaille sans partition dans mes stages. Oui. J'aime.
c'est que du chant spontané. Et je peux donner des thèmes, et quelquefois non, c'est du chant libre. C'est le chant de soi. Le chant spontané, Oui. c'est le chant qui émerge sur l'instant. Si par exemple, si je chante quelque chose là, ça va être, je vais me relier à mes émotions actuelles. Le chant qui est maintenant, si je chante dans 1 minute, dans 5 minutes. Ça sera autre chose. Oui. C'est ça, le Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est le chant à plusieurs. Ça, c'est les gens sont souvent bloqués encore plus. Déjà, chanter seul, c'est pas très simple, mais alors, si on leur dit de faire un truc, une improvisation à plusieurs, alors là, ils perdent complètement leurs moyens. C'est ce que je fais dans mes stages. Et je les accompagne. Ça vient progressivement. On fait d'abord des échauffements seuls. Ils chantent en même temps que les autres. Mais chacun dans son coin, voilà, c'est ça. Chacun dans son coin. Et ensuite, on se retrouve en cercle, on fait des cercles de chant. Oui. Et là, tout le monde chante. L'intérêt du sifflement, justement, c'est que quand plusieurs personnes sifflent ensemble, ça crée un égrégore. C'est-à-dire que ça se combine physiquement, on peut presque dire. C'est pour ça que c'est très intéressant de siffler à plusieurs, parce que là, on arrive à une unité très rapidement, plus facilement peut-être qu'avec le... Mais c'est vrai que, comme vous disiez tout à l'heure, avant l'interview, effectivement, les gens ont perdu l'habitude par exemple, de reprendre en chœur quelque chose sans que le chœur soit déjà écrit. Il faudrait par exemple dans les églises que l'officiant lance quelque chose, une parole, une musique, dise quelque chose et puis que le public reprenne sans que ce soit tout de suite déjà écrit à l'avance. Le religieux il y aurait une dimension religieuse qui se fige actuellement. Moi je trouve ça assez triste. À la fois j'aime bien chanter avec les gens, mais quand on voit que tout le monde répète, souvent d'ailleurs dans une langue étrangère en plus, alors c'est encore pire. Parce qu'il faut, alors soit c'est en hébreu par exemple, chez les juifs, ou en latin, il y a encore moins de possibilités. Parce qu'ils ne comprennent même pas exactement, ils ne peuvent donc pas broder, ils ne peuvent pas prolonger la parole, puisque c'est dans une langue qui leur est étrangère. Ils vont chercher à l'extérieur. Moi je suis très spirituelle. Et quand je chante, c'est sacré. Moi, le chant, c'est sacré. Oui, c'est vrai que tout à l'heure on disait effectivement que peut-être que dans les réunions à caractère religieux, la dimension du chant est absolument le ciment déterminant. Et c'est peut-être le lieu où effectivement, c'est par le chant que les gens arrivent au sacré en fait. Je sais que dans mes stages, je travaille là-dessus, sur le sacré. Sacrum, c'est le bas de notre colonne vertébrale. Oui. Et le crâne, tout ça, c'est sacré. Et on peut l'écrire ça, C-A, loin cré. Oui, créer. C'est créateur de chanter et c'est sacré. On est relié quand on chante à la terre, parce qu'on est ancré dans le sol, on est des êtres qui vivons sur terre, mais on se relie à quelque chose de spirituel quand on chante. Et moi je dis souvent aux gens, ne chantez pas, laissez-vous chanter. Ah. Laissez-vous traverser. C'est là que c'est beau. Il n'y a pas de volontarisme. Ça chante à travers mon corps. D'ailleurs, j'ai un stage qui s'appelle voix de passage. On est juste déjà 2 passages ici, mais des voix de passage. Moi, ma grand-mère chantait, mon arrière-grand-mère chantait, ils m'ont transmis ça. Mais elle chantait des choses qui existaient. Des chants religieux. Oui, c'est ça. L'idée, ce serait au XXIe siècle de chanter des choses qui n'existent pas, ou du moins s'éloigner, accepter de s'éloigner du modèle. S'éloigner de la norme, s'éloigner de ce qui est écrit. Oui. Et ça, malheureusement, les activités musicales aujourd'hui sont trop marquées. Même dans le domaine de la musique, on voit qu'on n'a pas cette dimension. C'est un comble. Et puis en plus, on écoute quand on va au concert,
des musiques qui datent d'il y a un siècle, de 2 siècles. Ce ne sont pas des musiques vraiment vivantes. Ce sont des musiques qu'on réchauffe, mais qui ne sont pas vraiment vivantes, qui ne sont pas réinventées complètement, même si les gens s'imaginent que le pianiste va leur donner une dimension supplémentaire, mais c'est quand même très... C'est à la marge. C'est d'ailleurs pour ça que je transmets des chants de tradition orale. Ah oui, Par exemple, les chants corses, les padiels, qui bougent de village en village. oui, Ça, c'est formidable, les chants de tradition orale, parce qu'ils ne sont pas figés, ils n'ont pas été écrits. oui, Et donc, ils se transmettent. oui. Non, non, vous avez raison, là, on perd beaucoup en passant par l'écrit. Se disant, c'est une façon de... Toujours la même idée, surtout que maintenant on a des enregistrements, donc au contraire, alors laissons la machine faire ce qu'elle a à faire, mais aux êtres humains avoir une liberté, ils ne vont pas se comporter comme des machines quand même. Exactement. Et moi, ce que j'aime bien faire dans mes stages aussi, c'est on fait du chant spontané en fonction de ce qu'on a ressenti, de ce qui s'est passé, on écrit. Oui, C'est le chemin à l'envers. Et peut-être que cette écriture, cette chose qui est sortie, ça peut devenir une chanson. Mais elle n'a pas été créée, justement on parlait de création, par l'intellect, par le cérébral. Elle est venue du spontané, Oui. du corps, des émotions. on peut imaginer effectivement que quelqu'un improvise et puis après il en fasse des vraies chansons ou des vrais Voilà. morceaux. Il peut prendre conscience d'une carrière musicale. C'est ça, c'est une autre manière de composer finalement. Mais oui, parce qu'en fin de compte, moi par exemple je fais des ateliers d'improvisation. On n'a pas le même rapport à l'instrument quand on improvise et quand on joue une pièce déjà existante. Et les gens souvent, moi j'interviewe souvent des interprètes, ils disent moi je ne fais aucune improvisation. Ils ne savent pas comment, on leur a pas appris. De même je leur dis est-ce que vous pouvez reprendre, par exemple si je vous joue quelque chose, vous pouvez le reprendre. Ah non, pas du tout. Ça s'accroche à une structure. Ah non, mais ils peuvent pas, ils sont pas formés pour... Tout à fait. Par exemple, un violoniste, il n'est pas formé pour jouer quelque chose qui ressemble à ce qu'on va jouer devant lui. Il ne peut pas le reprendre. Alors pour revenir à la question du masculin et du féminin, puisque c'est aussi un sujet qui vous intéresse, Muriel, c'est est-ce que vous avez une idée sur il y a une répartition des rôles entre les deux? Qu'est-ce que vous en pensez Alors moi j'organise des stages qui s'appellent Tantra du chant. Tantra du chant, c'est un tissage le tantra, tantra de la voix. Et c'est justement travailler sur cette non-dualité. Connaître parfaitement sa voix, c'est se connaître parfaitement. Réunir le masculin et le féminin, réunir les graves et les aigus. Oui. Pour pouvoir, dans un chant en duo, si on l'extrapole dans notre relation de couple, dans notre relation avec notre enfant, avec nos amis, avec notre père, avec notre mère, être en équilibre sur ce masculin et le féminin. Donc ça, c'est un vrai... j'adore travailler là-dessus, j'aime travailler là-dessus. C'est un petit peu mon cheval de bataille, le yin, le yang. Oui. Équilibrer le yin et le yang en soi pour justement aller plus avant dans la relation et effectivement dans un chant en duo, si on parle du chant, mais c'est vraiment dans la relation. Là, c'est mon côté coach. Oui, enfin, oui, mais je pense que néanmoins, bon, c'est bien de dire que nous avons cette double dimension, mais il faut aussi arriver à être une femme par rapport à un homme par rapport à une femme. Mais justement, quand on est équilibré, quand ce couple-là est équilibré à l'intérieur, on est équilibré dans notre relation avec notre compagnon ou avec notre ami, si c'est une femme, avec notre maman, avec notre fille, avec notre fils. Mais justement, enfin moi je vois les choses un peu plus précises. Je pense qu'effectivement les femmes sont dans le prolongement de l'homme quelque part. C'est-à-dire que l'homme donnerait l'impulsion. On voit bien que les grands créateurs jusqu'à présent ont été souvent des hommes, et les femmes elles sont capables de porter cette impulsion en elles-mêmes, de la prolonger, de la dépasser éventuellement. C'est exactement ce qui se passe en nous. Si on imagine que moi, mon côté masculin me fait agir, ce qui est le cas, je suis quelqu'un qui agit dans la vie, qui engage, c'est mon masculin. Et ce qui va me porter, ce qui va transcender cette action, c'est mon féminin. Ça va lui donner une fluidité, une ampleur. Oui.
avec. Donc vous avez ces deux choses, ces deux forces en vous. Oui. Mhm. Oui. Enfin, on va pas trop développer sur ce point. Il y a un vaste sujet. Et c'est quoi ces petites cartes que vous avez là? Ça Alors correspond à ça, quelque chose? ce C'est un sont, jeu? C'est quoi? ce sont les cartes de visite. Ah bon, d'accord. Voilà. Et c'est vrai que de plus en plus dans ma pratique, je vois aussi des choses. Hein. J'ai une certaine... Donc, non, vous n'avez pas encore inventé des jeux avec des cartes. je vais en inventer Hein, un. parce que c'est C'est très... en projet. Voilà, oui. C'est en Et projet. qu'est-ce que vous y mettriez alors? Les 5 sens. Ah oui. Je travaillerai sur les 5 sens parce que c'est ce que... Et vous laisseriez les gens tirer une carte ou pas? Voilà. Oui. Ah oui. Mais donc ça ferait appel au subconscient quelque part. Oui, je travaille beaucoup comme ça déjà dans mon travail de coach. Oui, là effectivement, quand on essaye de communiquer avec le subconscient par des codes, on dit voilà, tirer la carte, c'est pas par hasard que vous allez tirer cette carte-là. C'est-à-dire que moi, comme je vous disais tout à l'heure, je me laisse traverser. Oui. Je me laisse chanter, je me laisse être. Et donc, quand quelqu'un vient me voir en coaching, je me laisse aussi traverser par ce qui y arrive. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre en fait. Oui. Donc, vous essayez d'accéder à des certains niveaux de conscience Oui. et vous captez des choses, des Tout messages. à fait. Oui. Voilà, vous êtes un peu un channel par C'est certains ça. côtés. Mais ça fonctionne avec les gens qui sont ouverts déjà. Qui ont, voilà. C'est bien d'ailleurs ce salon, ce jardin des thérapies parce que il y a une sorte d'osmose entre les gens qui sont dans le coaching, le bien-être, et ceux qui sont aussi dans la forme de médiumnité. Et ça manquait, parce que depuis quelques années, ça ne se rencontrait plus. Il y avait les salons zen, il n'y avait pas du tout toute cette dimension-là. Et inversement, dans les réunions uniquement sur la divination, il n'y avait pas non plus de côté comme ça, bien-être, etc. Donc là, je vois une union, un rassemblement, une conjonction très positive. Je pense qu'il faut l'écouter et l'accepter aussi. Hein, et puis être suffisamment ancré et savoir ce qu'on fait, où on va, pour pouvoir écouter, être à l'écoute des choses qui arrivent. Bon, bah écoutez, on va rester sur cette formule. Merci. Merci beaucoup.